Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour avec Kek Sanoussi. Vous êtes porte-parole du MNED, le MNED qui est le Mouvement national pour l'égalité et la diversité. Avant cela, vous avez été secrétaire général de la Charte de la diversité française. Vous avez également été directeur régional de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Beaucoup de chapeaux, hein? Oui, si on veut, mais en tout cas, c'est dans le parcours professionnel. D'accord. Merci pour cette invitation, en tout cas. Très bien. Quand généralement, pendant la période de la campagne électorale et surtout pendant les premiers jours de mandat d'un président, il est soumis à des propositions. François Hollande n'y a pas échappé. Vous lui avez fait 12 propositions, si je ne me trompe pas. Oui, nos propositions viennent de presque plus de 150 propositions faites par différents acteurs sur le territoire national, sur des questions d'égalité d'abord, de diversité, de lutte contre les discriminations. Et le constat qui a été fait à un moment donné, c'est de se dire, sur ces questions-là, il y a beaucoup de frilosité, aussi bien des politiques que d'autres acteurs, notamment certaines entreprises. Et donc, on a synthétisé l'ensemble de ces 150 propositions pour en faire 12 propositions cadres soumises à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Et il y a eu un engagement qui a été pris par, à l'époque, le candidat François Hollande, qui a été représenté dans une audition que nous avons organisée le 26 avril dernier. Et là, c'est la phase du concret. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que cette politique d'égalité soit une opérationnalité dans les politiques qui vont démarrer dans quelques jours? Et dans les priorités concernant vos 12 propositions, qu'est-ce qu'ils vous avaient fait répondre? Alors, il y a un élément sur lequel on a un consensus quasiment de tous les acteurs, c'est une question de la visibilité et de la représentativité de la lutte contre les discriminations, de la promotion de l'égalité et toutes les questions autour de la diversité à travers un ministère. Mais ça reste assez vague quand même. Mais non, parce que, vous savez, le fait que ce soit incarné, le constat c'est que quand une politique n'est pas incarnée, quand elle n'est pas portée, quand elle est diluée à travers différents secrétaires d'État, commissariats, et donc cette politique n'a pas d'efficacité. Et donc, on demande une incarnation réelle et une co-tutelle sur les services d'État. La co-tutelle permet aux services d'État de mettre vraiment en application. Or, aujourd'hui, la problématique est simple. Les entreprises en France ont fait des efforts, certes insuffisants en matière de la diversité et d'égalité. Les pouvoirs publics sont largement en retard. L'ensemble de nos services publics commencent actuellement à essayer d'aller au label diversité pour essayer de changer leurs pratiques, mais nous sommes largement en retard et il faut aujourd'hui qu'il y ait une instance qui puisse accompagner en termes de suivi et en termes aussi, si besoin était, de mesures, de sanctions ou donc en tout cas d'évaluation. Et là, ce serait une mission interministérielle ou un ministère, tout simplement? Non, l'idée, c'est que ça puisse être un ministère. Ça peut être un ministère sur la question de l'égalité, avec peut-être des secrétariats d'État dédiés, par exemple, à des thématiques spécifiques. Par exemple, la question de l'égalité femmes-hommes, qui n'est pas dans la diversité au sens premier du terme, mérite d'avoir une attention particulière. Le candidat François Hollande s'était engagé, par exemple, pour créer un ministère des droits des femmes, ce qui est une bonne chose. Il faut maintenant élargir pour éviter que ces sujets-là, qui ont pour base commune la question des discriminations. Si vous parlez de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une question de discrimination. Quand on parle de l'absence de la diversité, c'est qu'il y a une question de discrimination. Et donc, il faut qu'on fasse attention dans la réponse à apporter à saucissonner les problématiques, parce que la base est la même. Donc, il faut avoir peut-être un grand ministère avec peut-être des secrétariats d'État, en tout cas, qui puissent être identifiés sur des thématiques pour lesquelles il faut une attention très particulière. Et le fait qu'il abolisse, par exemple, enfin, qu'il retire le mot race de la Constitution, ça vous semble un signe positif, allant dans ce sens-là? Oui, c'est des symboles. C'est des symboles qui sont importants, mais ça ne suffit pas, un symbole. C'est bien dit, on enlève le mot race. Je pense que c'est un symbole important. Mais comment on combat le racisme après? Au-delà, c'est les actions concrètes qu'il faut faire dans le changement des pratiques. Travailler sur les imaginaires, parce que ce que nous constatons, c'est les imaginaires qui font que nous avons un volant important de discrimination qui perdure. Et j'insiste dessus, notamment dans les 3 fonctions publiques de l'État. Parce que l'habitude que nous avons habituellement, c'est de nous adresser exclusivement aux entreprises qui doivent davantage en faire, mais les pouvoirs publics, vous prenez la fonction publique d'État, toutes les directions, vous prenez la fonction publique hospitalière, vous prenez la fonction publique territoriale. Dans tous ces domaines, nous avons des employés. Et ces employés-là doivent être traités de manière égalitaire. Et donc, toutes ces structures doivent s'inviter sur les questions, par exemple, de label diversité, de label égalité, pour voir les pratiques. Parce qu'au-delà de signer ou d'avoir un label, c'est la pratique. Comment on change les pratiques? Comment on est en sorte que
il y a l'égalité qui est, je dirais, la valeur fondamentale de la République, soit appliquée à tous. Et si on parvient à mettre en place cette égalité fondamentale, principe constitutionnel de la République, je pense qu'on va réduire les discriminations et on va favoriser aussi la diversité. Et vous parlez de cas concrets de discrimination, la discrimination à l'emploi par exemple. On avait suggéré à un certain moment que des CV anonymes soient utilisés pour permettre à un certain nombre de personnes d'échapper à la discrimination dès la présentation de leur CV. Vous pensez que c'est une solution qui pourra perdurer? Non, parce qu'il faut voir que ces questions de discrimination, c'est un élément systémique. Le CV anonyme, c'est une des solutions. Elle n'est pas la solution. La preuve, c'est qu'on a eu des expériences qui n'étaient pas satisfaisantes. Il faut, si vous avez l'expérience de terrain, vous avez des jeunes qui, après avoir envoyé 100, 200 CV, n'ont aucun entretien, vous vous dites, il vaut mieux qu'il ait au moins un entretien pour qu'ils se battent. Donc, le CV anonyme, c'est toujours une expérimentation utile, mais il faut d'autres choses. Par exemple? Par exemple, faire en sorte que chaque entreprise puisse s'engager dans la traçabilité des recrutements, dans les offres d'embauche qui sont publiées, comme publier toutes les offres d'embauche. Et c'est là où tout se lie. Il faut que, par exemple, le défenseur de droits puisse être beaucoup plus incisif, que les structures dans les quartiers ou dans les territoires qui accompagnent les victimes de discrimination puissent avoir les moyens pour que ces actions-là soient aussi sanctionnées quand il y a manquement à la règle républicaine. Or, aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment bien fait. D'accord. Je ne vous parlerai pas du délit de tu ne peux pas entrer en boîte parce que tu es noir, mais quand on parle de la discrimination au logement, par exemple, l'accès au logement, vous avez des solutions? Je pense qu'il faut anonymiser les demandes de logement. Il y a des expérimentations qui ont commencé dans certaines villes, de telle sorte que quand vous demandez, vous donnez les critères classiques et qu'on ne vous demande pas des choses supplémentaires ou des discriminations qui sont faites. Cela signifie que le droit au logement opposable, ce fameux DALO dont on avait parlé il y a quelques années, les premières années de mandat d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, ça veut dire que ça n'a pas fait ses preuves, quoi. La DALA a eu des carences du fait de l'absence suffisante de logement. C'était une bonne idée d'avoir le DALO, mais puisque si l'État décide de vous accorder un logement, il n'y a pas de logement. Et donc, d'où je pense que les politiques incitatives en termes de construction, l'évolution de la loi SRU, pour qu'on puisse avoir plus de logements, est une bonne chose. Solidarité et renouvellement urbain. Donc, qui permet aux communes de pouvoir construire jusqu'à 20% de logements sociaux et permettre aux uns aux autres de pouvoir avoir un accès équitable et en tout cas correct au logement. D'accord. Et sur ces différentes questions à la fois de logement et d'accès à l'emploi, quels sont les engagements qui ont été pris devant vous, encore une fois, par le candidat Hollande à l'époque? Au niveau de l'emploi, je pense qu'il y a une volonté, avec différentes mesures qu'il a proposées, les contrats d'avenir par rapport aux jeunes. Mais on pense aujourd'hui qu'il faut être beaucoup plus incisif. Parce que ces questions-là, des fois, on n'a pas l'impression qu'on va au fond de ces questions. Est-ce qu'il vous a répondu franchement? Je veux dire, est-ce que Georges-Paul Langevin, qui le représentait, vous a donné des réponses que vous avez jugées convaincantes? Georges-Paul Langevin a donné des réponses très convaincantes. Et il y a deux niveaux de réponses. Il y a des réponses sur lesquelles il se dit le candidat s'est engagé, il va s'engager, et des réponses qu'elle a données parce qu'il n'y a pas encore d'engagement de candidat, donc elle pense sur elle pour le porter au niveau du candidat. Et donc il y a des évolutions, par exemple s'ouvrir à la question de la mémoire. Faire que la mémoire soit enseignée pour que les uns et les autres, l'histoire de la France soit une et indivisible. Toutes les histoires. La traite des Noirs et l'esclavage. Entre autres, par exemple, la question de l'adoption et du mariage des couples homosexuels, par exemple. Il y a un engagement qui a été fait autour de cette question-là. Et on a les questions d'origine, les questions du handicap. Donc, il y a un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, pour nous, c'est dans la concrétisation. Parce que les engagements, quand on les prend, c'est une bonne chose. Il y a un crédit à la personne qui l'a prise en disant que ça va être mis en place. Mais la mise en œuvre de ces engagements est difficile. Souvenez-vous du discours de Palaiseau du président Sarkozy. C'était un discours important et puissant en matière d'égalité et de diversité. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais à un moment donné, c'est comme si la machine s'est enrayée. Et donc, l'engagement ne suffit pas. Il faut que soit accompagné, que les appareils puissent décoloniser leurs imaginaires de telle sorte que, mais on se dise... Toute personne a sa chance et il faut favoriser cette égalité républicaine. Est-ce que vous pensez que cette priorité que vous donnez aux questions relatives à votre objet social, vous pensez qu'il pourra les suivre, qu'il pourra vous accompagner dans la démarche qui a été la vôtre? C'est même pas nous accompagner, je pense que c'est une obligation républicaine. Et on n'a pas... La question des discriminations, c'est une question qui touche tout le monde. Il n'y a personne ici en France qui ne puisse souffrir des questions de discrimination. Certains en souffrent plus que d'autres. Quand on comprend cet enjeu-là, on se dit c'est une question de cohésion sociale. Et je ne vois aucun responsable politique conscient de ça qui va passer à côté. Si on passe à côté, c'est qu'on n'a pas peut-être suffisamment pris conscience ou qu'on n'a pas les outils ou qu'on n'est pas vraiment ouvert. Et donc, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est comme la deuxième chance de la gauche.
La gauche a une deuxième chance parce que la gauche n'a pas forcément toujours été exemplaire en matière Notamment de promotion. Voilà. Il y a des choses qui ont été promises, qui n'ont pas été faites. Et là, avec François Hollande, je me dis, c'est une deuxième chance. Il y a une obligation de résultat, une obligation de sérieux, de pragmatisme pour que cette politique d'égalité républicaine soit une réalité concrète. Mais en temps de crise, comme c'est le cas actuellement, vous pensez que ce sera facile, qu'il a suffisamment de marge de manœuvre pour, je ne dis pas que c'est des cadeaux, mais pour tenir ses promesses? Mais oui, parce qu'en temps de crise, justement, qu'est-ce qui se passe? En temps de crise, c'est les personnes discriminées qui sont le plus discriminées. En temps de crise, s'ouvrir à la notion d'égalité, de diversité, de parité est source de compétitivité. Regardez aujourd'hui comment le monde est globalisé. Regardez, il y a un reportage sur une chaîne concurrente, des gens qui sont formés en France, bien formés en France, qui sont obligés de partir au Canada pour avoir des postes. On a investi dans la formation des personnes et on les laisse partir. C'est l'immigration choisie. Oui, c'est l'immigration choisie et l'immigration circulaire. Mais nous avons quand même à penser au fait que quand on investit, il faut penser au retour sur l'investissement. Faire en sorte que les gens puissent accéder aux emplois que nous pouvons avoir. Donc la crise ne justifie pas tout. Les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir plus d'égalité, ce ne sont pas des mesures qui coûtent de l'argent. C'est là le changement des pratiques. Comment on regarde les politiques pour voir que les politiques sont efficaces. Parce que nous avons aussi à regarder l'efficacité de nos politiques publiques qui doivent contribuer à une meilleure cohésion sociale. Très bien, et il nous reste 5 ans pour mesurer les avancées ou le statu quo qui pourrait être marqué sur ces questions. Et nous aurons tout le temps pendant ces 5 années d'en rediscuter, M. Kak Sanusi. Merci d'être venu. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.